téléspectateurs et fidèles à ce numéro de Un livre, 1000 idées. Bienvenue à ce nouveau numéro qui aujourd'hui vous parlera d'un livre très intéressant et qui va sûrement vous accrocher. Donc aujourd'hui il sera question du livre La misère, l'oppression et la révolte, du roman Fleurs dans la boue à la macro-société, la République démocratique du Congo en filigrane de Karl Kaliré. Je crois que j'ai la grande tâche de présenter ce monsieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a plusieurs casquettes avec lui. Il est écrivain, il est également éditeur, il est professeur de français et il est assistant à l'université de Lubumbashi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Marc, et je suis heureux d'être reçu dans cette émission. Merci à vous, Monsieur Karl, d'avoir répondu à notre invitation. Et la première des questions qui me vient à l'esprit, qui viendra sûrement à l'esprit de tous les téléspectateurs qui auront déjà lu ou qui liront ce livre, c'est le choix du titre. Parce que, comme on le sait, le titre, c'est une désignation de ce dont traite un livre. Et la question que nous adressons, M. Karl, pourquoi la misère, l'oppression et la révolte? Le titre La misère, l'oppression et la révolte, c'est un titre qui s'explique de par le contenu même de l'essai. L'essai est en train d'analyser ce qui se passe dans le roman Fleurs dans la boue. Et donc, en partant du roman Fleurs dans la boue, j'ai découvert que le roman abordait plusieurs fois des scènes de misère. Que plusieurs fois dans le roman, il y avait des personnes qui se révoltaient. Avant de parler de l'oppression, qu'il y avait de l'oppression quasi permanente dans le roman et il y avait une révolte qui s'en suivait. Donc du coup, misère, oppression, révolte n'ont fait qu'un tout, un bouquet en quelque sorte, et qui ressortait, qui frappait dans mes lectures du roman Fleurs dans la boue. Donc du coup, je me suis dit que les trois marchaient de pair et que ça devrait carrément donner au livre le titre qu'il porterait. Merci beaucoup, Monsieur Karl, pour cet éclaircissement. Et vous venez donc de nous dire que le choix du titre a été motivé par les reprises ou les frappantes idées du roman Fleurs dans la boue. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le roman Fleurs dans la boue, parce que peut-être beaucoup ne connaissent pas ce roman? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Le roman Fleurs dans la boue est l'œuvre d'Antoine Chitongo Kongolo, écrivain congolais de renom. Fleurs dans la boue raconte l'histoire d'une jeune fille prénommée Nela et qui était fiancée de l'un de ses enseignants. Et ils étaient, bien sûr, en étant fiancés, ils étaient promis en mariage et leur mariage approchait. Mais avant la date de leur mariage, il est arrivé un événement, je dirais, malheureux, la mort d'une autre élève de la même école que Nela. Alors, le fiancé de Nela aura découvert que c'est le père de Nela, qui était procureur, qui avait causé indirectement la mort de la jeune fille. Parce qu'il l'avait rendue grosse et lui avait obligé de se débarrasser de la grossesse. Et donc, ça a mal tourné pour elle et elle a perdu sa vie. Et donc, le fiancé de Nela, monsieur Dea, le professeur Dea, s'est révolté contre son futur beau-père. Et cela lui a causé toutes les misères du monde. Il s'est retrouvé, comme vous pouvez bien l'imaginer, en prison parce qu'il avait affaire à celui qui avait beaucoup d'autorité sur le plan judiciaire. Et du coup, ça n'a pas entraîné que des mauvaises conséquences dans la vie de Dea. Même sa fiancée s'est révoltée contre son père du fait qu'il avait fait en prison son futur mari. Et donc, ce sont des vies gâchées, bouleversées. Il n'y a pas que les deux qui en ont souffert. Il y a même les collègues de Dea qui étaient impliqués aussi de loin ou de près dans cette affaire. Et dans d'autres cas de révolte, cette fois contre le gouvernement qui ne les payait pas suffisamment. Et donc, tout cela a conduit à la perte de quelques vies, dont celle de Dea qui, à la fin du roman, est présentée comme mort. Et
j'ai cité tantôt la vie de Cathy, et quelques autres personnes. Mais alors donc, le roman Fleurs dans la boue nous brosse un tableau noir de la manière dont le gouvernement considère l'éducation. Le gouvernement du roman. Pour être précis, il s'agit du gouvernement dans le roman, de la micro-société, donc la société du roman. Voilà. Merci beaucoup, M. Karl, pour ces résumés bien détaillés et enrichissants. Donc, très chers amis téléspectateurs, vous venez de suivre les résumés du roman Fleurs dans la boue. Donc, nous sommes désormais sur la même longueur d'onde pour discuter autour de cet essai de M. Karl. Donc, partant de cette explication, y a-t-il des raisons d'affirmer que la misère, l'oppression et la révolte constituent des thèmes que les lecteurs, si jamais nos téléspectateurs se trouvaient en présence du livre Fleurs dans la boue, y a-t-il des raisons de penser que la misère, l'oppression et la révolte constituent des thèmes majeurs dans la lecture du roman Fleurs dans la boue? Eh bien, lorsqu'on tombe sur un livre, généralement, on est frappé par des choses qui touchent notre propre sensibilité. Et donc, quelqu'un d'autre qui lirait Fleurs dans la boue pourrait peut-être braquer ses projecteurs sur le thème de l'amour, parce qu'il y avait quand même de l'amour entre certaines personnes. Bien sûr. La relation entre Cathy et le procureur, c'était l'amour. La relation entre Déa et Néa, c'était de l'amour. La relation entre Mambi et Cathy, c'était aussi de l'amour. Bref, on peut aussi braquer les projecteurs sur l'amour. Toutefois, quand moi j'ai lu, j'ai été frappé par ces trois thèmes, celui de la misère, celui de l'oppression et celui de la révolte. Mais on peut aussi y trouver le thème de l'éducation, parce que dans tout le roman, il y a des dialogues, des discours qui gravitent autour de l'éducation. Comment est-ce que le gouvernement considère l'enseignement? On peut aussi y trouver le thème de la gestion de la chose publique, de la politique elle-même. Bref, chacun peut se pencher sur le thème qui le frappe le plus pendant sa lecture. Les thèmes, il y en a autant. Tout dépend de l'œil avec lequel on lirait ce roman. Merci beaucoup, M. Karl. D'ailleurs, dans l'essai, il y a la pensée de Daniel Berger, et dans laquelle pensée vous dites que le choix de thèmes sont orientés d'après, tel que vous venez de le dire, ce qui frappe les lecteurs, parce qu'on peut tous nous donner le même roman, mais nous allons tous y déceler chacun d'après ses motivations ou d'après ses goûts, les thèmes qui vont nous frapper. Et entrons d'emblée dans cet essai, la misère, l'oppression et la révolte. Le premier mot qui frappe, la misère. On entend tous parler de la misère, mais que pouvez-vous nous dire de manière générale? C'est quoi la misère? Et quelles sont également les causes de cette misère? Parce qu'on en parle souvent dans la cité, mais peut-être qu'on ne sait vraiment pas c'est quoi la misère. Voilà, je ne pense pas que vous ayez vraiment besoin d'une définition toute faite de ce qu'est la misère, parce que c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Et elle touche chaque être humain, bien sûr, à des degrés différents. Alors, la misère, c'est toute situation de peine, de souffrance qui pourrait nous atteindre ou qui nous atteint. Et cette misère, elle peut avoir un impact sur notre santé physique, elle peut nous toucher sur le plan émotionnel, elle peut être financière. Alors, la misère dont il est question dans ce roman, dans le roman Fleurs dans la boue ou dans cet essai, c'est une misère sociologique, une misère financière. Merci beaucoup, M. Karl. Comme vous venez de toucher, d'ailleurs, vous avez spécifié la misère dont il est question dans le roman, cette misère financière, et on contextualise la misère cette misère compte tenu de personnages principaux, ce sont les enseignants qui en souffrent. Et j'aimerais que nous contextualisons un peu cette misère dans le système éducatif congolais, puisque c'est la RDC d'ailleurs qui est mise en filigrane dans l'essai. Vous, d'ailleurs, étant à la fois écrivain et même enseignant, comment est-ce que vous allez nous parler de cette misère et comment est-ce que ça se manifeste dans le domaine de l'enseignement? Puisque l'essai est intitulé « De fleurs dans la boue à la macro-société, la RDC en filigrane ».
C'est pour dire que le roman nous a fait réfléchir sur ce que nous vivons dans la société réelle. Et on peut constater que ce qui est décrit dans le roman, ce ne sont pas des choses totalement imaginaires. Ce sont des choses qui se rapprochent vraiment de près de ce qui se vit autour de nous. Tenez, il y a, si je ne me trompe, 3 ans, ou 4, que le gouvernement congolais a décidé de rendre gratuite l'éducation dans le système scolaire. Et donc, à l'école primaire et même au secondaire, on a imposé la gratuité pour toutes les écoles publiques. Mais comment s'est vécue cette gratuité? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui n'étaient pas mécanisés et dont certains d'entre eux jusqu'à aujourd'hui ne le sont pas encore. Comment joindre le standing de vie qu'avaient les enseignants qui, parce qu'ils étaient payés par les parents, avaient un tel niveau de vie, parce qu'ils étaient si bien payés, et maintenant qu'ils n'ont plus ce niveau de vie, le gouvernement était censé les payer jusqu'à une hauteur d'environ 1 million de francs congolais ou plus. Il est jusque-là à 400 000 francs, alors que c'est quelque chose qui devrait se faire en une année. Voilà 4 ans déjà que le gouvernement n'a pas encore réalisé ses promesses. Et ces enseignants dont le niveau de vie a changé, que deviennent-ils? Des gens très heureux? Des gens riches? Non, ils sont plus ou moins appauvris. Leur pouvoir d'achat a sensiblement diminué. Et ces élèves qui se retrouvent dans des salles pléthoriques, bien sûr, c'est la gratuité. Alors tout le monde envoie ses enfants dans les écoles publiques, c'est bien. Mais alors, dans quelles conditions ces élèves étudient-ils? Ce sont autant de questions que l'on pourrait se poser quand on considère ce qui est raconté dans le roman et ce qui se vit réellement dans la société. Maintenant, on va venir toucher un point très intéressant sur l'éducation. C'est la gratuité de l'enseignement, et donc il y a un monde fou à l'école. Et cette misère dont est victime les enseignants, comment s'évite-t-elle dans la société? Parce qu'il y a forcément des parents qui envoient leurs enfants à l'école, qui sont peut-être soit enseignants ou peut-être soudeurs. Et comment est-ce que cette misère, sur le plan économique, se manifeste dans la société? Non pas que la société du roman, puisque c'est la RDC qui est mise en filigrane. Comment est-ce qu'elle se manifeste en République démocratique du Congo? Un petit tract qui circule sur les réseaux sociaux qui dit en lingala, mais je le dis en français, que comment se fait-il que dans un pays sérieux, le taux du dollar varie selon le nombre d'années? Ils partent de 2016 en 2023. Alors, c'est une caricature, c'est vrai, mais ça peut faire réfléchir. Si le pouvoir d'achat de la population dépend d'une devise étrangère, et donc cela entraîne sûrement un déséquilibre dans la poche du Congolais. Combien mangent à leur faim? Si on devrait faire cet exercice-là, d'essayer de poser la question à chaque personne qu'on rencontre sur la route si elle mange à sa faim. Et combien sont satisfaits du travail qu'ils font? Parfois, on est en contact avec des personnes dont on sait qu'elles travaillent déjà, mais qui vous sollicitent un emploi. Mais c'est curieux, la personne travaille, vous pourriez peut-être même l'envier, mais elle vous contacte pour vous demander si vous n'auriez pas quelque chose d'autre à lui proposer. C'est pour dire que, en gros, la vie est dure. La vie est dure pour l'ensemble de la population, on ne devrait pas se voiler la face. Les politiciens ont leur discours, on le sait, la population a son vécu. Et c'est le vécu de la population qui peut nous indiquer si la vie, elle est aussi belle qu'elle semble l'être dans les discours politiques. Merci beaucoup, M. Karl, pour cette réponse. Et il y a un extrait que je vais lire à la page 26. Kalonji sortit pour respirer un peu d'air. Où pouvait-il emprunter un peu d'argent? De quoi calmer son ventre, sans oublier son bailleur. En esprit, il dévala la longue déclinaison que formait sa rue. Il la fit ronde des prêteurs potentiels. Il épela en son esprit quelques noms que tous se rendant compte qu'il devait quelque chose à chacun d'eux. Dans la foulée, les noms de Déa lui vinrent à l'esprit. C'est alors qu'il se souvint avec serrement de cœur qu'il devait à ce dernier des sommes qu'il n'en avait pas remboursées. Et
Prenons le cas d'un enseignant, ou d'ailleurs le cas que vous venez de donner, c'est-à-dire que le roman nous brosse un aperçu que l'on peut d'ailleurs transposer même dans notre société, d'une misère, bon, certains peuvent dire que c'est exagéré, mais c'est une misère assez frappante, puisqu'il y a toutes ces questions qui entrent en jeu. Notamment, on a un peu d'argent, on doit payer son bailleur, on doit payer pour les enfants à l'école, un peu de quoi manger. Vous, en tant qu'écrivain, observateur attentif de la société, que pourriez-vous dire aux dirigeants? Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme piste de solution afin de réduire, si pas d'éradiquer, de réduire sensiblement ces taux de misère au sein de la société? Cette question est tellement pertinente, mais j'ai mauvaise expérience de la sourde oreille que font généralement les personnes qui sont censées répondre à nos préoccupations. Je pense que s'il faudrait leur donner un conseil, ce serait d'être à l'écoute des cris des uns et des autres. Ce serait d'être à l'écoute de cette population qui les appelle à l'aide jour après jour. Alors, il y a la misère, il y a un autre concept clé de ce titre, l'oppression. L'oppression, on en entend parler, on en parle deux fois, à tort ou à travers, qui sait. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, brosser un petit tableau liminaire sur ce mot et comment est-ce qu'il fait partie de cet essai, l'oppression? Oui, dans l'essai, vous trouverez qu'il est marqué quelque part l'oppression, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Il faut dire que on a souvent tendance à tout traiter, la tendance générale, c'est de se victimiser, de se mettre toujours du côté des victimes, même quand en soi on n'est pas une victime. Tenez, l'État vous interdit de pouvoir vendre le long de la voie publique pour des raisons que l'État lui-même a pris soin de vous rappeler. Votre sécurité, la salubrité aussi. Alors, vous entendez. Et quand on vient mettre la main sur vous, vous allez crier oppression. Mais vous oubliez que c'est l'État qui est censé diriger la marche de la vie, de la société, et pour les intérêts de cette même société. C'est vrai, ce que l'État aurait pu faire en cette circonstance, ce serait d'encadrer ce genre de vente, parce que les marchés n'ont pas toujours les capacités d'accueillir tout le monde, ce serait aussi de les encadrer. Mais dans un premier temps, la répression de ces personnes qui enfreignent les ordres de la mairie ou du gouvernement provincial ne sont pas en réalité une oppression. Il n'y a oppression que lorsque nos droits sont bafoués. Or, avez-vous le droit de vendre sur la voie publique? Non. Pas du tout. Tenez, vous êtes un conducteur de véhicule. L'État fixe un certain nombre de taxes. Tant que ces taxes sont légitimes et que le moment de les payer arrive, vous ne les payez pas, vous allez dire qu'il y a tracasserie. Tracasserie, pourquoi? Parce qu'on vous demande de remplir votre devoir. Parce qu'on est victime. Voyez-vous. Et donc, parfois, on essaie de se victimiser alors qu'on ne l'est pas. Donc, il y a oppression quand nos droits sont bafoués. Mais quand nos droits ne sont pas bafoués et que nous nous sentons tout de même lésés par une situation, essayons de voir si ce n'est pas nous qui voyons les choses du mauvais côté. Okay. En tout cas, très intéressant. Et avec l'explication que vous venez de donner, est-ce qu'il y a lieu de dire qu'il y a deux formes diverses d'oppression ou il n'y a qu'une seule forme d'oppression? Parce que, comme tel que vous venez de le dire, on est en tort, peut-être qu'on se sent légitimement agressé, alors que peut-être qu'on a ignoré ce qui a été dit, ou est-ce qu'il y a des formes d'oppression qui peuvent exister où on peut, de manière générique, un peu ramasser, en citer quelques-unes? Je ne vois pas une catégorisation quelconque de l'oppression, sauf s'il y a un détail qui m'a échappé dans votre question, mais je considère l'oppression comme un tout. Et il y a une phrase dans Fleurs dans la boue qui est assez forte, parce qu'elle manifeste, en tout cas moi, après avoir lu le roman,
je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment fort et ça manifeste vraiment de l'oppression. La phrase dit, le régime broie tout celui qui lui oppose une résistance, fût-elle passive. Waouh, c'est vraiment fort cette façon de dire, une menace assez forte. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que nous voyons, aux exemples d'ailleurs que vous venez de donner? Est-ce que l'État a le droit de procéder ainsi, par exemple, tel que ça a été dit dans le roman? Est-ce que l'État peut procéder ainsi dans des situations où nous nous trouvons? Pendant le cas que vous avez évoqué, des marchands qui vendent le long des avenues, quelle technique peut-on utiliser pour ne pas, disons, oppresser, même si les gens ce ne sont directement pas leurs droits? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une autre façon de procéder au lieu d'user de voix forte? Mais généralement, avant que l'État ne recourt à la force, l'État commence par des avertissements. Généralement, on voit l'État commencer par des avertissements. Il arrive que le bourgmestre descende pour avertir, pour exhorter les marchands à rentrer au marché ou à trouver un autre lieu de vente. Ce n'est que lorsqu'il constate que ce mot d'ordre n'a pas été suivi, qu'il recourt maintenant à la force. Et donc, souvenons-nous aussi que l'État est le seul qui a le monopole de la violence. Mais cette violence, il ne doit pas l'utiliser contre la population. S'il l'utilise, ça doit être de manière justifiée et de manière proportionnelle à, je dirais, à la situation face à laquelle il se retrouve. Eh bien, revenons donc maintenant à votre question proprement dite. Est-ce que l'État peut user de la sorte pour opprimer, disons, bon, mettons opprimer, même si les gens ne sont directement pas opprimés parce qu'il doit y avoir un droit qui doit être transgressé, mais dans ces cas-là, ce sont des gens qui violent les lois établies, mais comment l'État doit procéder? Est-ce que user cette manière forte, c'est la meilleure des solutions, ou est-ce qu'on peut procéder par une communication non violente pour essayer de recadrer un tout petit peu la population? Parce qu'elle peut se sentir victime et il peut y avoir une révolte, un soulèvement qui peut conduire jusqu'à des dégâts. Voilà, je vais revenir à la citation que vous aviez extraite du livre, citation qui disait « Le régime broie tout ce qui lui oppose une résistance, fût-elle passive ». Pour contextualiser, le roman Fleur dans la boue raconte les événements qui se sont produits sous le président Mobutu, qui est connu de tous comme étant un dictateur. Et donc, à l'époque, quand s'écrivait ce roman, c'est ce qui se vivait. Donc, le régime ne tolérait pas qu'il y ait une quelconque résistance sur ce qui se disait, sur ce qui se faisait. Rappelez-vous, il n'y avait qu'un seul parti qui trônait, voilà. Et donc, à la naissance déjà, selon ce qui se dit, on était déjà membre de ces partis. Et donc, s'il n'y avait qu'un seul parti et que quelqu'un osait voir autrement que selon la vision qui était imposée, et donc, on étouffait cette résistance-là, comme un œuf. On la broyait pour qu'il n'y ait plus de poussins et que ça ne puisse pas donner une poule et voilà un coq qui fera du bruit. Pour dire qu'à l'époque, ce n'était pas permis de pouvoir s'opposer à la vision du chef. Ceux-là qui ont osé, eh ben, ils l'ont payé au prix le plus élevé. Mais il y a quand même des avancées dans le vécu du Congolais. Nous ne vivons plus une telle forme d'oppression. Les choses ont quand même assez évolué et on parle même de plus en plus d'état de droit. On parle de plus en plus de liberté de la presse. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs que la journée a été célébrée, même en RDC. Et donc c'est pour dire qu'il y a quand même des avancées qui ont été faites par rapport à l'époque où ce roman a été écrit. Et parlons un tout petit peu des opprimés. Bon gré et mal gré, peut-être qu'ils ont transgressé les règles ou ils ont été victimes. Ces opprimés, souvent, ont du mal à extérioriser leurs sentiments, leurs ressentis. Comment peut-on
s'adresser à ces opprimés, que doivent-ils faire en cas d'oppression? Doivent-ils recourir à la violence pour combattre la violence, comme on dit souvent, on combat le chaud par le chaud, ou ils doivent s'y prendre autrement? Eh bien, quand on se sent opprimé, la justice est là pour nous rétablir dans nos droits. Et il y a des organisations syndicales. Et donc, si on se sent vraiment lésé dans ses droits, on doit utiliser ces moyens légaux pour faire prévaloir ses droits. Vous savez, ceux-là qui ont osé, par exemple, de se mêler dans des mouvements d'insurrection, ils l'ont payé cher. Soit ils ont victimisé des gens qu'ils ont rencontrés sur la route, ils ont cassé des vitres de certains commerçants qui ne leur ont rien fait du tout, alors que leur objectif était de se faire entendre par une personne qui était censée répondre à leurs préoccupations, et c'est l'État. Et souvent on s'en prend à des innocents, voyez-vous, quand il faut y aller de manière forte. Et même l'État, quand il utilise sa force de manière disproportionnée par rapport à l'outrage, par rapport à la situation, il y a souvent plus de victimes qu'il ne le fallait. Vous n'avez qu'à considérer tous les cas qu'il y a d'insurrection. Quand on doit mettre la main sur ceux-là qui ont commis ces forfaits, il arrive que l'on tombe même sur des innocents parce qu'ils étaient, voilà, ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y en a même qui perdent leur vie. Cela arrive. Et donc, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté de la population, le mieux serait d'utiliser les canaux les mieux appropriés pour résoudre les conflits. Étant donné que vous êtes écrivain et éditeur à la fois, nous allons un tout petit peu parler du littérateur face à l'oppression. Vous, en tant qu'écrivain, avez-vous déjà subi de cas d'oppression dans votre écrit? Parce que parfois, qu'on puisse censurer ce que vous avez écrit. Est-il déjà arrivé, en tant qu'écrivain ou éditeur, que l'on puisse réprimander certaines de vos œuvres? À l'époque du président Mobutu, on arrivait facilement à mettre la main sur des écrits qui semblaient s'opposer à la vision du chef, parce qu'il y avait des services très, je dirais, très sensibles qui étaient là pour ça, qui étaient là pour lire les différents ouvrages qui sortaient et qui pouvaient... Voilà, ils lisaient. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là existent? Est-ce qu'ils lisent? Pour qu'on vienne vous citer, disons, voilà, vous avez écrit des choses qui touchent, qui portent atteinte voilà, à telle personnalité, il faudrait qu'on vous ait lu. Mais ils sont dans autre chose. Alors, dans le schéma, disons, si nous pouvons schématiser un tout petit peu, c'est que la révolte semble une résultante inévitable de la misère et de l'oppression. Que pouvez-vous dire à nous qui sommes peuple ou qui sommes lecteurs, comment devons-nous nous comporter face à une révolte? Je me sens pris en étau pour pouvoir conseiller sur comment se comporter quand on est en révolte. Mais je vais quand même essayer. Peut-être que je ne vais pas répondre de manière satisfaisante, mais je vais essayer. Oui. Si on est en révolte, on devrait faire en sorte à ce que cette révolte ne soit pas une révolte qui sort du cadre, ok, qu'elle reste dans le champ pour lequel nous sommes fixés, voilà. Donc qu'elle n'aille pas à côté. Sinon, elle perdra, je dirais, sa raison d'être. Oui. Je voudrais, s'il y a de bonnes raisons de se révolter, faites-le, mais restez dans les dents. La misère, la révolte, l'oppression. Et donc, doit-on dire que dans un pays, quel qu'il soit, lorsqu'il y a la misère et l'oppression, est-ce qu'on finit toujours par se révolter quand il y a cette misère et l'oppression qui déborde dans la société? Voilà. Il y a la pensée de Martin Luther King, selon laquelle se taire face au mal, c'est y souscrire. Il arrive que beaucoup de gens voient des choses mauvaises qui se passent sous leurs yeux et qui ne disent pas un mot. Elles se taisent. Ils n'ont pas le courage de parler. Elles n'ont pas le courage d'agir.
elles estiment d'emblée qu'elles n'y pourront rien. Donc, beaucoup sont passifs, beaucoup laissent passer des choses contre lesquelles ils auraient pu agir, se prononcer. Beaucoup sont passifs. Ce qui fait que, étant passifs, ils donnent encore plus à leurs oppresseurs la force de continuer. Merci beaucoup, M. Karl, pour toutes ces réponses. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine. En gros, que doit-on retenir de la misère, l'oppression et la révolte? On pourrait retenir de la misère, l'oppression et la révolte que c'est un essai qui montre que ce qui se raconte dans un roman n'est pas toujours que pure folie. Un auteur qui vous rapporte des faits dans un roman s'inspire généralement des faits sociaux, des faits réels, et il les rapporte de manière figurée, avec des images, dans un roman, dans une œuvre littéraire, pour que ça puisse mieux passer dans la société. Et donc, La misère, l'oppression et la révolte, c'est un livre qui nous montre que entre le roman et la société réelle, il y a souvent une bonne complicité. Et si on s'intéresse au roman, on peut aussi mieux comprendre la société réelle. On peut aussi retenir de La misère, l'oppression et la révolte que c'est un essai qui fait une analyse scientifique, mais avec un style plutôt plaisant. Et donc, pas besoin d'être nécessairement du domaine littéraire pour pouvoir s'y plaire dans la lecture. Peu importe les études qu'on a faites, si on sait lire, et donc on va s'y plaire. Merci beaucoup, M. Karl, d'avoir répondu de manière affirmative et d'avoir été présent dans cette émission. Nous disons merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. N'hésitez pas de vous procurer le livre. Vous pourrez le trouver à la librairie Pauline, 6 au numéro 48 de l'avenue Lomami. Si vous avez aimé ce magazine, il faut dire merci à toute l'équipe technique, aux héros dans l'ombre qui ne cessent d'être là. Nous disons merci à la technique de la sœur Marie-Justine, ainsi qu'à la coordination de Monseigneur Solochi. Jean-Marc Lunga, j'étais à la présentation. D'ici et là, restez en compagnie de notre programme. Au revoir. Je te dirai ce que tu deviens.